Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous ouvrez avec nous Olivier Dussopt, la 33e saison. Alors en cette rentrée 2021, la présidentielle est dans toutes les têtes. Comment dans ce contexte réussir la fin du quinquennat? Est-il encore temps de réformer le pays? Comment en tout cas répondre à l'inquiétude et aux doutes des Français, que ce soit sur la crise sanitaire, sur la vaccination, sur le pass sanitaire, sur l'emploi ou encore sur une situation internationale qui se tend? Et puis quel budget pour 2022? Budget utile ou un budget de pure forme? Comment en tout cas envisager la campagne présidentielle? Quel rôle pour la gauche et en tout cas pour l'aile gauche de la majorité que vous incarnez à travers le mouvement Territoire de Progrès? Puis au-delà, comment Emmanuel Macron peut-il reprendre la main après les polémiques et les quelques incompréhensions de ces derniers mois? Mais pour commencer, Olivier Dussopt, de vos dossiers en tant que ministre des Comptes publics, Bruno Le Maire a annoncé mercredi la fin du quoi qu'il en coûte à partir du 1er septembre. C'est totalement fini le quoi qu'il en coûte ou il va en rester quelque chose? Bonjour et d'abord, merci pour cette invitation. Le quoi qu'il en coûte est la réponse que l'État a apportée sous l'autorité du président de la République à la crise sanitaire. Ça s'est traduit de manière massive, puisqu'en 2020, nous avons engagé 70 milliards d'euros de dépenses pour répondre à la crise, sans compter les pertes de recettes, notamment les pertes fiscales du fait de la récession. En 2021, ce sont presque 71 milliards d'euros qui seront engagés, et nous soutenons les entreprises massivement, puisque le Fonds de solidarité, qui représente plus de 35 milliards d'euros, a aidé 2 200 000 entreprises. Aujourd'hui, la croissance est de retour. Le plan de relance porte ses fruits et l'activité retrouve progressivement un niveau égal, identique à celui d'avant la crise, et nous espérons retrouver le niveau de production de richesse de fin 2019 d'ici la fin de l'année 2021. Dans Donc ce contexte, plutôt que prévu. plutôt que prévu, un an plutôt que prévu. Dans ce contexte, nous devons revenir à une situation de normalité en matière de finances publiques. Le rythme de dépenses que nous avons depuis 15 mois n'est pas soutenable à long terme. Je l'ai toujours dit, je l'avais dit en janvier 2021, en disant que cette année devait marquer la sortie du quoi qu'il en coûte. Et je me souviens qu'à l'époque, on s'était moqué de vous. Parfois un peu, Hein. en disant que j'allais un peu vite. Ça vous a donné raison. Ça m'a donné raison, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que l'économie résiste bien et que ce que nous avons fait est efficace. Cette semaine, nous ferons un point sur les secteurs d'activité qui peuvent encore connaître des contraintes du fait du pass sanitaire. Alors justement, j'ai des questions à vous poser là-dessus. Un certain nombre de fédérations professionnelles veulent une rallonge pour les secteurs toujours fragilisés. Est-ce que vous allez leur donner satisfaction? Je vais citer les secteurs. Ce sont les entreprises opérant dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, de la distribution, les acteurs de l'événementiel, du monde du tourisme, des transports, et aussi les discothèques, les salles de cinéma ou encore les salles de Ce sont sport. des secteurs que nous aidons très fortement, que nous aidons encore, puisque le Fonds de solidarité a vocation à s'éteindre fin août. Le point que nous allons faire cette semaine vise à deux choses. D'abord, constater les niveaux d'activité. Et les niveaux d'activité sont très élevés. Il y a certainement des secteurs, peut-être même des territoires, plus touchés par la diminution du tourisme international que d'autres, qui rencontrent encore des difficultés. Et donc vous allez aider, Et continuer à aider? nous sommes prêts à aider les secteurs qui en ont véritablement besoin, avec un dispositif forcément transitoire, très sectoriel. Quand nous disons avec Bruno Le Maire que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, que nous allons répondre au cas par cas, c'est une façon de dire que nous allons faire de la dentelle plutôt que de l'aide massive. C'est à la fois juste s'il y a des contraintes, et je le répète, il faut les constater, il faut regarder quelle est la réalité des pertes par rapport à ce qui est dit. Il y a aussi des secteurs qui vont très très bien. Je disais que nous avions un taux de croissance de 6%, mais par exemple, nous avons retrouvé d'ores et déjà le niveau de chômage d'avant la crise. Et aujourd'hui, la première des difficultés que soulignent les organisations professionnelles, patronales en particulier, ça n'est pas la difficulté de l'activité, De trouver c'est des la emplois. difficulté du recrutement. Du recrutement. Niveau de chômage, c'est 8,1%. Un peu moins, même 8% à la fin du mois de juin, ce qui est une très bonne nouvelle. Fin 2019, nous étions à 7,9%. Nous sommes revenus dans les mêmes eaux. Alors, parmi les secteurs qui disent éprouver encore des difficultés, il y a le secteur de la restauration. 60% d'entre eux ont perdu 20, en tout cas c'est eux qui le disent, 20% de leur chiffre d'affaires entre juillet et août. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez sans doute des remontées? Pas encore. Nous avons des chiffres qui sont un peu contradictoires en la C'est-à-dire, matière. alors, quels sont vos chiffres? Dans certaines régions, la fréquentation est la même que précédemment, et elle est même parfois supérieure à juillet et août 2020, qui étaient des mois déconfinés. C'est ce qui explique que nous devons regarder ça de très très près, avec le maximum d'objectivité, pour faire en sorte que là où c'est vraiment nécessaire, nous puissions accompagner, mais là où l'activité redevient normale, et le pass sanitaire, la vaccination permettent une activité normale, nous devons revenir à une économie normale, c'est-à-dire non subventionnée. En tant que ministre des Comptes publics, donc du budget, quels sont pour vous les secteurs qui n'ont plus de problème et ceux qui en ont encore? L'immense majorité des secteurs. Lorsque l'on cite les quelques secteurs que vous avez rappelés, il faut avoir en tête que ces secteurs, dans leur ensemble,
représente 8% de la 8% production du intérieure PIB. brute. Ouais. Ça signifie qu'à minima, et je dis bien à minima, 92% de l'économie fonctionne normalement et avec un niveau d'activité retrouvé. Et alors, quand vous dites on va proposer des mesures, faire de la dentelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et quels sont les secteurs qui peuvent être concernés? C'est tout l'objet du travail qui va être mené cette semaine, qui est déjà Ouais, ouvert mais en il y a eu termes du de travail négociation. fait en amont quand même. Il y a des concertations, il y a de l'expertise évidemment. Nos services nous font remonter un certain nombre d'éléments. Laissons les étapes se dérouler les unes après les autres. On peut concevoir que dans certains secteurs, je pense notamment à des secteurs de l'événementiel ou dans certaines zones géographiques plus Et touchées par la diminution des vols internationaux, il puisse y avoir des difficultés. lesquels, par exemple, c'est le sud, l'Île-de-France? L'Île-de-France peut-être plus facilement que le Sud. Ouais. Les chiffres que nous avons, mais je le répète, il faut les vérifier, sont plutôt rassurants pour les zones touristiques. Et la France, l'économie touristique française connaît une belle saison, Mhm. y compris d'ailleurs, comme l'année dernière, parce que beaucoup plus de Français ont fait le choix de vacances en France plutôt qu'à l'étranger, du fait des difficultés de voyage internationaux. Et donc les décisions vont être annoncées quand? Cette semaine. Cette semaine, je crois qu'il y a une interministérielle qui a lieu, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain. Chaque chose en temps, il y a Ah, un calendrier de travail propre au gouvernement. Et donc ça va être Et, ça va être annoncé assez il y a rapidement. des rencontres avec les secteurs économiques dans la journée de demain et d'après-demain. Est-ce que vous confirmez que le commerce, le petit commerce, reste fragile? Le petit commerce était fragile avant la crise. Ouais. Ce qu'on appelle le petit commerce, commerce de proximité. Commerce de proximité. Et avec une confrontation à la fois aux grandes surfaces, mais surtout, et de plus en plus, au développement du commerce électronique. Ça n'est pas forcément lié à la crise, et nous avons, d'une certaine manière, mis à profit cette période de crise et les outils de réponse que nous avons créés pour les accompagner dans des mutations plus profondes que la seule réponse à la crise. C'est par exemple pour eux que nous avons créé un chèque qui permet un forfait, qui permet d'accompagner, de financer une partie de leur numérisation, de leur accès au commerce électronique, de leur accès aux plateformes. C'est un dispositif qui a un grand succès, qui était d'abord réservé aux très petites entreprises très touchées par la crise et que nous avions ouvert au printemps dernier à toutes les entreprises de moins de 10 salariés. Et alors, au-delà de ces secteurs, des secteurs qui peuvent avoir encore des difficultés, est-ce que vous dites les entreprises doivent réapprendre à se débrouiller toutes seules? C'est ce que disent les entreprises elles-mêmes. Lors des rencontres C'est ce que dit notamment organisées par le MEDEF la semaine dernière. Ouais. Non, mais vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous dites? Nous le disons avec eux, nous devons revenir, nous devons retrouver des conditions de fonctionnement d'une économie qui soient normales. C'est-à-dire une économie dans laquelle l'État intervient, puisque nous soutenons des investissements, nous soutenons des structurations de filières, nous avons un plan de relance. Mais l'activité des entreprises, leur activité quotidienne classique, dès lors que celle-ci est possible, que celle-ci s'exerce sans contrainte, elle n'a pas lieu d'être subventionnée. Je crois qu'un chef d'entreprise veut vivre de son travail et non pas de subvention. Et qu'est-ce que cela implique alors, précisément? Cela implique que les dispositifs d'aide d'urgence que nous avons mis en place en matière de prise en charge totale de l'activité partielle, de fonds de solidarité, puissent s'éteindre progressivement comme nous l'avons acté avec la dernière loi de finances rectificative. On va parler du budget 2022 dans quelques instants. Et qu'est-ce que ça implique au niveau budgétaire? Quelles économies? Et si nous revenons à une économie normale, Ouais. ça n'est pas une économie. C'est arrêter de dépenser beaucoup plus que ce que nous dépensons actuellement. Habituellement, pardon. J'ai dit tout à l'heure que la réponse à la crise en 2020, c'est 70 milliards d'euros de dépenses. Donc en 2021, c'est 71 milliards d'euros. Et donc, si nous revenons à un fonctionnement normal, nous reviendrons au niveau habituel de dépenses publiques qui est déjà très élevé. Donc c'est les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure, je crois, 35 milliards d'euros pour le fonds de solidarité. Et presque autant pour 32 milliards partielle. pour l'activité partielle. Et aussi 141 milliards de prêts garantis par l'État. 141 milliards de prêts garantis par l'État, 90%. Sur 300 milliards. Oui. C'est sur 300 milliards que nous avions autorisé. Ouais. Et c'est un bel outil parce qu'il a permis aux entreprises d'avoir de la trésorerie. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur les modalités de remboursement. Voilà, alors les modalités de remboursement, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Comment ça va se passer pour les entreprises qui ne peuvent pas rembourser? C'est ce que nous avions prévu initialement. Un prêt garanti par l'État doit être remboursé en 6 ans. C'est une règle européenne à laquelle nous ne dérogeons pas. Nous avons autorisé les chefs d'entreprise à reporter la première échéance, d'abord d'1 an, puis de 2 ans s'ils le souhaitent. Et nous avons veillé pour les PME de moins de 250 salariés à ce que les taux soient capés pour qu'ils soient particulièrement protégés. Nous savons qu'un certain nombre d'entreprises peuvent rencontrer des difficultés de remboursement. Nous savons aussi qu'indépendamment des PGE, des entreprises peuvent avoir besoin de fonds propres. Et donc nous avons créé, dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative qui a été adoptée au mois de juillet, un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros qui va permettre à l'État d'intervenir sous la forme de prêts, des prêts presque participatifs, c'est-à-dire qui sont assimilés à du fonds propre en haut de bilan, pour reprendre une expression, et qui permettront aux entreprises qui n'ont plus accès ou des difficultés d'accès au financement bancaire de passer le cap. L'objectif est de ne pas financer toutes les entreprises, c'est de financer les entreprises viables, celles qui ont une activité pérenne, mais qui
conjoncturellement, ponctuellement, rencontrent une difficulté de financement. Alors tout ça, ça a constitué ce qu'on appelle la dette Covid. Comment on la rembourse? On la rembourse comme le reste de la dette. C'est-à-dire Il y a une partie de la dette Covid que nous avons transférée, c'est la dette sociale, Mhm. à la caisse d'amortissement de la dette sociale. Et pour le reste, c'est une dette de l'État. Dette de l'État qui a atteint un niveau important, puisqu'elle représente 118% du PIB. Comment est-ce qu'on rembourse cette dette? D'abord, avec un élément rassurant. C'est une dette qui a été contractée à des taux extrêmement avantageux. Et si les marchés nous prêtent à des taux aussi avantageux, c'est aussi parce que nous sommes crédibles et que nous avons fait des efforts pendant les 4 années précédentes pour tenir nos engagements. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a tenu l'objectif des 3% de PIB en déficit 3 années consécutives, que nous avons diminué le poids de la dépense publique, que nous avons baissé les impôts. Au total, nous les baisserons de 50 milliards sur le quinquennat, moitié pour les entreprises, moitié pour les ménages, et ça permet de faire face. Nous les rembourserons aussi en stimulant la croissance, parce que la croissance produit de la richesse, que sur cette richesse, il y a des recettes fiscales, et que nous pourrons ainsi faire face sans augmenter les impôts, parce que c'est un engagement du président de la République et de la majorité de ne pas augmenter les impôts des Français. On ne sort pas d'une crise en augmentant les impôts. On va en reparler, puisqu'on parlera du budget 2022 au passage, puisqu'on parle de l'actualité, des finances pour 2021. Quel est le coût réel des tests et de la vaccination pour 2021? Est-ce juste que le coût des tests, notamment, a augmenté avec la mise en place du pass sanitaire? Nous avons deux éléments dans votre question. Le premier, c'est le coût de la vaccination. Ouais. La vaccination, entre l'achat des vaccins et l'organisation de la campagne, nous estimons que cette campagne va coûter en 2021 entre 4,9 milliards et 5 milliards d'euros. Donc à peu près 5 milliards. À peu près 5 milliards. Pour ce qui concerne les tests, nous avons fait le Et là, choix... pour 2021. Pour 2021. Nous avons fait le choix, pour les tests, de pratiquer la gratuité. Mhm. En 2020... Ça a été une erreur d'ailleurs ou pas? Non, c'est une bonne chose qui permet l'accès aux tests, qui permet de mieux suivre l'évolution de l'épidémie et de mieux isoler les personnes positives et les cas contacts. En 2020, les tests ont coûté à la puissance publique, donc à l'État, 2,8 milliards. En 2021, ces tests coûtent environ 5 milliards d'euros, mais nous avons constaté, depuis la mise en œuvre du pass sanitaire, début août, une augmentation très forte du nombre de tests, puisque nous faisons en moyenne 800 000 tests par jour. Et donc, à ce rythme, on est plutôt sur 5,7 milliards à 6 milliards d'euros de coûts pour les tests en 2021. Donc, pratiquement 1 milliard de plus que prévu. Un peu moins d'1 milliard de plus, mais c'est conséquent. C'est une des explications, pas la seule, qui nous amène à envisager la fin de la gratuité au courant du mois d'octobre 2021. 15 octobre? Autour du 15 octobre, effectivement, il faut préciser tout cela. D'abord parce qu'il y a un coût que j'ai rappelé, mais aussi parce qu'à cette date, tous les Français qui auront voulu être vaccinés le seront. Et celles et ceux qui auront fait le choix de ne pas être vaccinés et d'avoir recours en guise de passe sanitaire à des tests réguliers doivent aussi en assumer la responsabilité. Ça veut dire qu'il y a eu des abus et qu'il y a des abus tous les jours. Est-ce qu'il est normal, je pose la question au ministre des Comptes publics, mais aussi aux citoyens, Olivier Dussopt, est-ce qu'il est normal que des gens, des personnes, se fassent faire un test une fois tous les 2 jours? Ça n'est pas civique. Parce que derrière, c'est de l'argent public. Et celles et ceux qui procèdent à des tests aussi réguliers... Et ça arrive, ça arrive de manière marginale. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils veulent en permanence pouvoir montrer un pass sanitaire à jour de moins de 48 heures. C'est aussi une des raisons qui nous amène à dire vaccinez-vous. Vaccinez-vous, vous serez débarrassé de cette contrainte des tests. Et par ailleurs, ça a aussi un intérêt pour les comptes publics. Donc l'intérêt pour les comptes publics, c'est l'intérêt général. Alors ça veut dire que pour 2022, le coût des tests, ce sera zéro? Nous l'espérons. Si les tests sont payants, il y a toujours des coûts induits, des coûts différentiels. Mais ça ne sera plus les 5 milliards ça en sera très loin. Et nous travaillons actuellement avec Olivier Véran pour déterminer le coût de la campagne de vaccination, notamment dans le cadre du rappel pour les personnes les plus fragiles et les personnes de plus de 65 ans, pour préparer le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022. Les chiffres ne sont pas tout à fait arrêtés. C'est à peu près combien? Au moins 2 milliards. 2 milliards pour 2022. Pour 2022 sur la vaccination. Mais je le répète, le travail est en cours et nous affinons ces chiffres et ces éléments. Avant de parler du PLFSS, le budget. D'abord, qu'est-ce que vous prévoyez comme croissance pour 2022? Aujourd'hui, nous avons une première perspective de croissance qui est à 6% en 2021. C'est la plus forte croissance de la zone euro. Et nous espérons être autour de 4% en 2022. De la même manière, notre objectif est que le déficit public, qui a culminé à 9,2% en 2020, soit inférieur à 9% en 2021, malgré le coût de la crise, malgré le coût du plan de relance, et que nous puissions viser un objectif autour de 5%. Ça aussi, ça doit être affiné, c'est très lié au niveau de la croissance en 2022. Nous travaillons sur un projet de loi de finances pour 2022
qui a vocation à porter au moins 3 objectifs. Attendez, vous dites 5%, c'est 5% de déficit. De déficit. La croissance, je disais, autour de 4%. Autour de 4%. Notre objectif pour 2022, avec le projet de loi de finances, est triple. C'est d'abord le retour à la normale. Le retour à la normale en termes d'intervention, en termes de fin des aides exceptionnelles. C'est la mise en œuvre du plan de relance qui a été voté par le Parlement et qui se met en œuvre jusqu'à fin 2022. Notre but est que sur les 100 milliards du plan de relance, 70 soient engagés au 31 décembre et que 2022 nous permette de finir le plan de relance. Puis enfin, il y a un troisième objectif qui est propre à chacun des budgets que nous avons présentés. C'est de financer les priorités du président de la République et les engagements pris par la majorité et de le faire tout en maîtrisant l'évolution des dépenses de fonctionnement et des dépenses classiques. Il y a des engagements qui sont pluriannuels, la loi de programmation militaire, la loi de programmation de la recherche, que nous tenons bien évidemment. Il y a des priorités en matière d'éducation, transition écologique, de sécurité. Par exemple, mon collègue Gérald Darmanin l'a annoncé, nous allons augmenter le budget du ministère de l'Intérieur de près de 1 milliard d'euros. Et puis, il y a des priorités que nous renforçons. C'est le cas du ministère de la Justice, puisque pour la deuxième année consécutive, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, l'a dit, nous augmentons le budget de la justice de 8%. L'an dernier, tout le monde s'accordait à dire que c'était une augmentation exceptionnelle, 8%. Et là, nous faisons coup double, à nouveau 8%. Et alors, est-ce qu'il y a donc là, vous citez des ministères gagnants. Est-ce qu'il y a des ministères perdants? Est-ce qu'il y a des ministères qui ont moins de budget que l'an dernier? Non, il n'y a pas de ministère qui voit son budget diminuer. Il y a des ministères qui font des efforts de maîtrise de la dépense, de maîtrise des effectifs. Mais nous sommes dans une phase où cette normalisation que j'évoquais ne doit pas étouffer la croissance. Nous ne voulons pas rééditer les erreurs de la période 2012-2013, 2010-2013, voire jusqu'en 2014. Donc le quinquennat Hollande, et vous étiez à l'époque député socialiste. La fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et le début du quinquennat de François Hollande, où la réponse à la crise avait été deux fois consécutivement une augmentation de la fiscalité des ménages, puis une augmentation de la fiscalité des entreprises, avec comme phénomène le ras-le-bol fiscal et l'atonie de la croissance. Il ne faut pas étouffer la croissance. Notre priorité, c'est la croissance, l'emploi et la création de richesses. Par rapport justement à la fiscalité, il y a une proposition du PS qui a été énoncée ce week-end à Blois par Olivier Faure, augmenter l'impôt sur la fortune ou créer un nouvel impôt sur la fortune pour rembourser la dette Covid. Aucune originalité, cela est dit et répété depuis des mois et des mois. Ce que je dis et ce que je répète moi aussi depuis des mois et des mois avec tout le gouvernement, c'est qu'on ne répond pas à une crise par une augmentation d'impôts. Et on ne répond pas à une politique d'attractivité, de développement et d'investissement par des augmentations d'impôts. Le précédent raté de la taxe à 75% devrait faire réfléchir tout le monde. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de vous poser 2 questions sur 2021. Quelles ont été les rentrées de TVA ces derniers mois? Est-ce qu'elles ont été plus fortes que prévues? Et voilà, c'est l'une des 2 questions que je voulais vous poser. Les recettes de TVA sont plus fortes que prévues. Combien? Elles sont plus fortes à mi-année par rapport à nos prévisions de 2,4 milliards d'euros. Mais surtout, ce qui est très intéressant pour nous... Donc plus 2,4 milliards d'euros. Par rapport à nos prévisions de la fin de l'année. Mais surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est que lorsqu'on regarde les recettes de TVA sur le premier semestre, nous sommes à 106,6 milliards d'euros de recettes de TVA. C'est 6 milliards d'euros de plus que les recettes de TVA du premier semestre 2019. Je pense à 2019 parce que 2019, c'est une bonne année économique. C'est avant la crise du Covid. Et donc, ça signifie que notre niveau de TVA est d'ores et déjà revenu au niveau de 2019. Et derrière la TVA, c'est de l'activité, c'est de la consommation et c'est de l'investissement. Et donc, cela fait partie des bons indicateurs qui nous rassurent sur le redressement et la résistance de l'économie. Donc, ça veut dire qu'on est revenu peut-être à la situation d'avant la crise. Je crois que nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais que nous y serons d'ici la fin de l'année. C'est un vrai motif de satisfaction. Puisqu'on parle de fiscalité, d'impôts, ainsi de suite, Lionel Messi, le footballeur Lionel Messi, va faire ses débuts au PSG aujourd'hui face à Reims. Est-ce que c'est rentable un joueur comme lui, ou d'ailleurs les joueurs de la première division pour le fisc et pour Bercy? Je répondrai en 2 points. D'abord pour dire que lorsqu'il y a un phénomène médiatique, sportif, commercial qui se traduit par des ventes d'objets, des ventes de maillots notamment, il y a de la TVA, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. TVA à 20%. À 20%. Et donc sur un maillot à 137 euros. Je ne sais pas encore combien de maillots ont été vendus, donc je ne rentrerai pas dans ces calculs-là. Ça fait un peu d'argent. Et lorsqu'il y a des revenus très importants, il y a aussi de la fiscalité. Une fois que j'ai dit cela, la situation de Lionel Messi est la situation de tous les contribuables en France, protégés par le secret fiscal. Et donc il est évidemment hors de question pour moi d'évoquer ce que devrait payer ou ce que paiera un joueur comme Lionel Messi. Au-delà de son cas particulier,
est-ce que le foot, c'est rentable? C'est Pour le, c'est vu, vu de Bercy, vu c'est du une, ministère des Comptes publics. c'est une très grosse industrie aujourd'hui. Ouais. Et comme toutes les industries, elles génèrent des recettes. Mhm. Et pour ce qui concerne la puissance publique, il vaut mieux que le secteur du foot professionnel aille bien plutôt qu'il aille mal. Alors, autre question d'actualité, c'est les interrogations autour des salaires. Est-ce que vous êtes favorable à une augmentation des salaires? Comment partager les richesses? Sous quelle forme? Quand? Et avec ou non des aides de l'État? Et est-ce que cela peut concerner tous les secteurs de l'économie? Je ne sais pas si ça peut concerner tous les secteurs de l'économie, parce que dire de but en blanc, il faut augmenter les salaires de manière uniforme, de manière administrative et de manière très verticale finalement, ça n'a pas toujours fait preuve d'efficacité. Mhm. Je crois qu'il y a aujourd'hui des problèmes de recrutement, je les ai évoqués, des secteurs en tension. Et c'est un vrai problème, Des problème de problèmes, recrutement. oui. Et ça concerne tous les secteurs ou Tous pas? les secteurs me disent, à chaque fois que je rencontre des chefs d'entreprise, leurs difficultés à recruter. Mhm. Et donc, il faut agir sur plusieurs Et leviers. donc c'est peut-être pour ça qu'il Les- faut augmenter les salaires. Les entreprises doivent aussi prendre leurs responsabilités dans le cadre de leur fonctionnement. Mhm. Et je pense qu'elles ont intérêt à donner de l'attractivité aux carrières qu'elles proposent. L'État a pris sa part, je le rappelle. Nous avons transformé le CICE qui avait été initié en 2013 en allègement pérenne de charges. Nous avons augmenté la prime d'activité qui a été augmentée de presque 100 € au niveau du SMIC à l'occasion des annonces du président de la République en 2019. Nous avons aussi mis en place des dispositifs qui permettent aux entreprises, au-delà de la seule question des salaires, de mieux partager les richesses produites, puisque la loi Pacte facilite très largement à la fois l'intéressement et la participation. J'invite évidemment les entreprises à se saisir de ces outils et à le faire dans la limite de leurs moyens, mais aussi dans le cadre de cette reprise et de la réponse aux questions Mais d'attractivité. une augmentation de salaire qui sera sous forme d'intéressement ou de participation ou de salaire net à la fin du mois. C'est la grande chance qu'on a dans notre pays d'avoir plusieurs leviers. Oui, mais Et on le dit souvent, intéressement, participation, et puis en fait, ça ne se concrétise pas je, forcément. je souhaite que ça se concrétise plus, parce que je suis vraiment convaincu que cette question du partage de la richesse produite est une question fondamentale pour la cohésion et pour la cohésion de toute la société. Mhm. Les outils sont là. Et quand je vois le succès de la prime spéciale pour le pouvoir d'achat, qu'on appelle parfois la prime Macron du nom du président, puisque c'est lui qui l'a annoncé, mais si je n'aime pas trop réduire les gens à leur seul nom de famille. Mhm. Cette prime est un succès. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui la mettent en œuvre, plusieurs millions de salariés qui en profitent. Donc c'est le premier pas vers l'intéressement, la participation de manière plus régulière. Mais quel message vous adressez aux entreprises? Qu'est-ce que vous leur demandez en matière de salaire? C'est un message de responsabilité et de réponse en fonction de leurs possibilités et de leurs moyens. Je trouve déplacé de dire toutes les entreprises doivent faire le même effort au même moment, Mhm. y compris parce que nous savons que certains secteurs souffrent plus que d'autres Mhm. ou que certains secteurs ont une meilleure activité que d'autres. Je leur dis, saisissez-vous de tous ces outils, revaloriser la négociation, retravailler les accords de branche et utiliser les outils que nous avons créés et qui vous permettent de mieux partager la richesse. Avec peut-être des négociations avec les syndicats, de nouvelles négociations sociales. Le Premier ministre doit rencontrer les syndicats la semaine prochaine. C'est Est-ce aussi que ça la doit faire partie des responsabilité des partenaires sociaux, Ouais. patronaux comme salariaux, Mhm. représentant nos salariés, que de nourrir ce dialogue social branche par branche. Alors, autre question qui est liée à tout ça, l'économie française comme l'économie mondiale subit donc depuis 18 mois les conséquences de la crise sanitaire venue de Chine. Le président américain Biden a accusé ce week-end la Chine de cacher des informations cruciales sur l'origine du Covid-19. Est-ce que la France a les mêmes soupçons? Je ne réponds pas à cette question pour pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas en charge des affaires étrangères et de la diplomatie. Oui, mais Dans vous la êtes quand matière- même ministre du budget, donc Dans la matière, vous savez un peu ce qui se passe. mon collègue Jean-Yves Le Drian est 1000 fois plus compétent et légitime à s'exprimer que moi. Il vous a dit quoi, Jean-Yves Le Drian? S'il devait m'avoir dit quelque chose, ça resterait dans le secret des discussions Ouais. internes. Mais est-ce que vous avez des interrogations ou pas? Moi, je souhaite, comme tout le monde, Mm. en savoir plus, savoir comment tout cela s'est passé. Mhm. Je souhaite surtout qu'on puisse tourner la page de la crise et que la vaccination puisse nous le permettre, que l'activité redevienne normale et Comme tout le monde. qu'on puisse Comme tout le recommencer à vivre normalement. Mais la Chine, une autre question sur la Chine. La Chine qui est à l'origine d'une crise sanitaire qui a fait subir des dommages considérables et peut-être, sans doute, durables à l'économie mondiale, en tout cas sur quelques années, ne devrait-elle pas participer de manière plus conséquente, et en tout cas conséquente, au redressement de l'économie mondiale? Elle y participe déjà par la reprise de sa croissance. La Chine est un acteur économique majeur et d'ailleurs, la croissance forte que la Chine peut connaître dans certains secteurs se traduit aussi
par une demande très forte de ces industriels dans le domaine des matières premières, et avec des conséquences sur le coût des matières premières pour tous les acteurs économiques. Les choses vont un peu mieux ces derniers temps, mais nous avons tous entendu au printemps les difficultés que le secteur de la construction notamment avait à s'approvisionner en bois ou dans d'autres Et matériaux. le secteur de l'automobile ici. Le secteur de l'automobile aussi, Vous notamment confirmez qu'il y a un problème pour le secteur de composants. l'automobile par rapport aux matières premières? Et il y a eu des difficultés d'approvisionnement, notamment en matière Et c'est de terminé ou pas? composantes microélectroniques. Les choses vont mieux, mais il faut être vigilant et surtout, cette période très particulière que nous vivons a montré que notre économie était dépendante de l'étranger, de d'autres pays, pour des approvisionnements en matières premières. C'est le cas en matière électronique, c'est le cas dans le domaine du médicament et des principes actifs, c'est le cas pour certaines matières premières comme l'aluminium, et le travail que nous menons dans le cadre du plan de relance avec tout le gouvernement et avec Bruno Le Maire en particulier, vise à réindustrialiser. Parce que derrière la réindustrialisation, derrière le développement de nouvelles filières, derrière l'implantation ou la réimplantation d'activités qui avaient disparu de notre sol, on a aussi un combat pour la souveraineté économique. Alors, autre question, on va revenir en France. On attend un plan d'investissement du gouvernement à l'horizon 2030. C'est Emmanuel Macron qui doit l'annoncer. C'est pour quand? Et qu'est-ce qui devra en sortir de ce plan? Le président de la République fera les annonces lorsqu'il le souhaite. Nous travaillons actuellement sous son autorité à définir quelle est la meilleure méthode et quelles sont les meilleures priorités pour ce plan d'investissement. Il s'agit de construire la France de demain. Il s'agit de privilégier les investissements dans des domaines stratégiques, de reconstruire des avantages compétitifs, de réorganiser ou de revoir peut-être aussi la question de l'investissement dans la formation pour faire en sorte que les compétences soient au rendez-vous, que les bonnes compétences soient au rendez-vous. Et cela répondra d'ailleurs à beaucoup des difficultés de recrutement que nous avons évoquées tout à l'heure. Oui, mais 2030, hein. C'est d'ici 2030. Oui. Mais si vous voulez construire un modèle, si vous voulez construire des filières, et des filières majeures, des filières innovantes, il faut du temps. Il est illusoire d'imaginer que malgré les efforts massifs que nous faisons dans le cadre du plan de relance pour construire une filière hydrogène, nous allons consacrer plusieurs milliards d'euros à la construction d'une filière hydrogène parce que c'est l'énergie du futur. Il est illusoire de penser qu'on crée une filière en l'espace de 18 ou de 36 mois. Il faut du temps, il faut de la formation, il faut créer des systèmes économiques assez complexes et ce plan d'investissement doit aussi répondre à ces enjeux-là. Un peu sous la forme du plan Airbus. Est-ce que ça doit être le plan TGV? Airbus ou TGV? Ce sont des éléments très symboliques et des grands éléments de réussite. Et donc, si le parallèle que vous faites s'inscrit dans le cadre de la réussite que ces deux plans ont connue, j'ai envie de dire oui, spontanément. Mais nous travaillons avec l'ensemble des ministres pour déterminer les bons axes. Alors, on parlait du budget tout à l'heure, vous parliez du budget tout à l'heure, il va être à cheval entre deux quinquennats, celui-ci et le prochain. C'est un budget utile ou c'est un budget de pure forme? C'est un budget très utile. Ouais. Très utile parce qu'au-delà du plan de relance que j'ai évoqué, au-delà de notre volonté de financer un plan d'investissement, il y a l'ensemble des dépenses des ministères et ces dépenses répondent aux priorités qui sont les nôtres depuis le début du quinquennat. À la fois le financement de la transition écologique, le financement de l'investissement dans l'avenir avec la recherche et l'éducation, la nécessité de réarmer notre État, et cela renvoie au ministère régalien, la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, autant d'engagements qui sont tenus et que le budget 2022 va permettre de tenir et de renforcer. Et donc c'est un budget très utile. Très utile si Emmanuel Macron est réélu. Mais c'est ce que je souhaite par-dessus tout. Et alors, Et ce que je crois aussi. il y a aussi un certain nombre de réformes qui n'ont pas pu être faites, notamment la réforme des retraites. Je suppose que vous confirmez que les réformes, et notamment cette réforme de retraite, c'est terminé d'ici à 2022. Le président de la République s'exprimera sur le calendrier des différentes réformes et je ne parlerai pas avant lui. Nous savons que la réforme des retraites, elle est nécessaire pour deux raisons. Mais la question, c'est quand, hein? La première, c'est celle de la justice. Le système actuel n'est pas lisible, avec plus de 42 régimes, avec une forme de pénalité pour celles et ceux qui vivent leur carrière entre le secteur public et le secteur privé, avec des pénalités pour ceux qui connaissent la précarité et les contrats courts. Et donc, nous devons réparer ces injustices. Mais quand? La question est quand? Il y a une autre raison qui est que le système actuel est en déficit. Il était avant la crise. Il n'y a aucune raison qu'il Mais ne soit pas. est-ce que c'est juste de dire qu'il est moins en déficit que prévu? Il est un peu moins en déficit que ce que nous craignons, mais il est plus en déficit qu'avant la crise. Et alors donc, par rapport au calendrier, est-ce qu'il est encore temps de la faire, cette réforme, je l'ai dit, avant la fin du quinquennat ou pas? Je l'ai dit, c'est au président de la République de s'exprimer sur les grandes priorités du calendrier. Et dans notre système institutionnel et politique, il est juste que ce soit lui qui marque et qui indique le tempo sur des sujets aussi compliqués, parce que c'est toujours une discussion compliquée autour des retraites, tant elle renvoie à la solidarité entre les générations. Je pense qu'il faut se garder d'ajouter de la confusion à la confusion. Et éviter la confusion, c'est éviter de parler à tort et à travers et laisser ceux qui doivent prendre la décision le faire en temps voulu. Mais est-ce que ce n'est pas Édouard Philippe qui a parlé à tort et à travers quand il a lancé la réforme des Non, retraites je en ne liant crois pas. le financement et la réforme? Je ne crois pas et je pense que
les objectifs de la réforme que portait Édouard Philippe comme Premier ministre répondaient justement à cette nécessité de redressement financier, de pérennité donc du système et de résolution des inégalités qui existent aujourd'hui entre les différents systèmes de retraite. Alors on revient à l'actualité. Olivier Dussopt, 1,8 million de personnes devront présenter obligatoirement un pass sanitaire dès demain, dès lundi, pour travailler dans les entreprises qui vont recevoir du public. Est-ce que quelque part, c'est pas la confirmation que le pass sanitaire est une obligation vaccinale déguisée? Je ne crois pas, c'est une incitation à la vaccination et nous sommes dans cette logique d'incitation à la vaccination, voire de vaccination obligatoire pour certains métiers de manière extrêmement limitative. Le pass sanitaire, c'est un outil qui nous permet de vivre, qui nous permet de recommencer à sortir, qui nous permet de recommencer à profiter des événements culturels, de pouvoir fréquenter les lieux qui accueillent du public comme les restaurants et les bars. C'est vraiment l'outil transitoire, provisoire, de retour à la normale. Je dis transitoire ou provisoire parce que dès lors que nous serons suffisamment nombreux à être vaccinés et que l'épidémie aura été ainsi vaincue, jugulée puis vaincue, nous pourrons évidemment nous passer. Suffisamment nombreux, ça veut dire 90 à 95% des Français. Je l'espère. J'aimerais que ce soit plus, à vrai dire, parce que je crois de manière extrêmement forte que la vaccination est la bonne solution. C'est le meilleur des investissements possibles. On a parlé du coût tout à l'heure, mais c'est le meilleur des investissements tant pour la santé des Français que pour la santé de l'économie. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que vous inspire les manifestations anti-pass et anti-vax qui ont lieu chaque samedi depuis cette semaine, je crois? Ce sont des manifestations politiques ou des manifestations qui montrent une crainte réelle des Français, ou d'une partie des Français en tout cas, face au vaccin et au pass sanitaire? J'ai d'abord vu que cette mobilisation de chaque samedi baisse de manière constante depuis Y compris chez vous à Annonay? Plusieurs semaines, partout. Et partout. Et donc, c'est plutôt le signe que nous avons répondu à un certain nombre d'inquiétudes. Nous devons continuer à répondre à des inquiétudes. Elles sont légitimes pour ceux qui peuvent avoir des interrogations ou des craintes. Il y a d'autres manifestants qui sont effectivement des manifestants politiques, qui parfois se laissent déborder ou participent eux-mêmes à des slogans ou à des invectives qui sont absolument inqualifiables, antisémites en particulier. Nous l'avons vu malheureusement. Cela relève de l'inqualifiable. Encore hier. Et encore hier, mais malheureusement chaque samedi depuis maintenant plusieurs semaines. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? J'aimerais l'expliquer autrement que par une forme de bêtise d'abord, mais je crains malheureusement que ce soit plus profond, qu'il y ait une forme de mal endémique dans une partie de la population, que de systématiquement chercher un bouc émissaire, mais surtout systématiquement revenir à cette vieille antienne de l'antisémitisme. C'est pour moi de l'inqualifiable, ça sort du cadre républicain. Et je suis à chaque fois très satisfait quand les services, tant de police, de gendarmerie que de la justice, sanctionnent ces agissements. Je ne sais comment les qualifier. Alors certains syndicats, notamment la CGT, croient encore à une convergence des luttes entre eux. Peut-être c'est anti-vax, anti-pass, et puis la lutte qu'ils veulent mener à partir de la rentrée. Est-ce que vous craignez une rentrée sociale agitée? Je pense que ceux qui pensent cela rééditent la même erreur qu'au moment des Gilets jaunes. Et que cette convergence n'existe pas. Ou alors elle existe sur le terrain d'une radicalité qui est une radicalité enfermante, une radicalité stérile, et qui n'a finalement pas de sens ni de débouché politique. Je crois que la rentrée peut très bien se passer. Elle peut très bien se passer parce que... Elle peut très bien se passer, elle peut très mal se passer aussi? Je crois qu'elle peut très bien se passer. Je reste optimiste parce que la reprise économique est là, que la priorité des priorités, c'est de permettre le retour au travail, de permettre le retour à la vie. Et alors donc, la rentrée sociale agitée que promettent un certain nombre de syndicats, vous ne croyez pas? Nous verrons, et il ne faut jamais préjuger avant de ce que doit être ou de ce que sera une manifestation et une mobilisation. Mais je pense que l'économie va bien, que les outils que nous avons mis en œuvre répondent, et d'ailleurs nous avons pu constater que la confiance ou l'adhésion en l'action du président et en la personne du président de la République sont plutôt sur des courbes croissantes. Alors les sondages sont des sondages. Donc vous croyez aux sondages? Mais je suis comme tout le monde, je regarde les tendances et je les préfère positives ou négatives. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir prendre la tête du Territoire de Progrès, ce mouvement qui représente la gauche de la majorité? Est-ce que ce n'est pas parce que vous considérez qu'En Marche est passé à droite? Je ne crois pas, et j'ai coutume de dire depuis plusieurs années que ce procès en droitisation est un non-sens. C'est ce gouvernement, cette majorité qui auront procédé à des avancées sociales et sociétales majeures. C'est nous qui avons permis et créé
le reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses dentaires, les prothèses auditives, ce qui était attendu depuis extrêmement longtemps. C'est nous qui avons créé la 5e branche pour une meilleure prise en compte de l'autonomie. C'est nous qui avons revalorisé certains minima sociaux. Je pense au minimum vieillesse, revalorisé de 100 euros par mois, à l'allocation adulte handicapé de 90 euros par mois. C'est nous qui avons augmenté la prime d'activité ou encore qui avons dédoublé les classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Tout ça Mais démontre on vous que nous reproche avons fait d'avoir mieux. aidé les riches, entre guillemets, d'avoir supprimé l'ISF. Vous savez, moi, quand je regarde le bilan, et Ouais. ce sont les chiffres qui m'intéressent le plus, parce que derrière les chiffres, il y a des faits. Mmh, Nous diminuons les impôts de 50 milliards d'euros, 25 milliards pour les ménages. mmh. Sur ces 25 milliards de baisse pour les ménages, il y a 5 milliards d'impôts sur le revenu, de baisse d'impôts sur le revenu, concentrés uniquement sur les ménages qui payent l'impôt sur le revenu dans la première et dans la deuxième tranche, donc des ménages modestes ou moyens. Et il y a 18 milliards d'euros de baisse de la taxe d'habitation qui aujourd'hui profite à 80% des Français et qui, à partir du mois d'octobre, commencera à profiter aux 20% des Français considérés comme les plus favorisés, sachant qu'on appartient aux 20% des Français les plus favorisés à partir de 2 500 euros de revenus par mois pour un célibataire et 4 200 euros pour un couple. Donc les chiffres parlent et démontent ces affirmations que certains se plaisent à porter. Est-ce que Territoire de Progrès va faire des propositions précises dans le cadre Territoire de de la progrès présidentielle? est une belle aventure politique qui mène une vie autonome au sein de la majorité, mais parfaitement loyale et parfaitement intégrée dans la majorité. Mmh. Nous avons des sujets qui nous passionnent et qui nous mobilisent. À la fois la question de l'égalité des chances, la question des valeurs républicaines, le refus de la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement des ménages les plus fragiles, l'accompagnement social des ménages les plus fragiles, pour faire face à une transition écologique qui s'impose, et nous avons vu cet été, avec les dômes de chaleur en Espagne, en Amérique du Nord, autour de la Méditerranée, des incendies comme nous avons rarement pu en connaître, que cette transition est plus rapide que ce que nous craignons et Donc que les la Verts, réponse les écologistes ont doit raison. être plus rapide. Celles et ceux qui, parmi les écologistes, sont véritablement soucieux de l'environnement, ont évidemment raison et vont apporter des réponses, mais des réponses qui soient adaptées et accompagnées. Parce qu'il est hors de question que les ménages les plus fragiles soient les grands perdants de la transition écologique, ça sera un non-sens. Donc vous parlez de taxes, par exemple, vous faites allusion à des taxes écolo. Non, je pense qu'il faut faire extrêmement attention aux outils fiscaux. J'ai entendu une candidate à l'investiture des Verts Mmh, expliquer qu'il fallait créer une taxe à hauteur de 200 euros la tonne de carbone émise. mmh. Pour un ménage moyen, cela représenterait une taxe entre 4 000 et 5 000 euros par an. C'est du délire fiscal. Et donc il faut justement trouver cette capacité à accompagner la transition, la rendre acceptable, à la fois d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue social. Qu'est-ce que ça va être le débat, pardon, comment vous envisagez une campagne présidentielle sous Covid? Puisque ça, a priori, ça va être le cas. J'espère le plus normalement possible. Mais ça va être le cas ou pas, une campagne sous Covid? J'aimerais vous répondre que non et que l'épidémie sera terminée. Mmh. Nous avons vu au cours des derniers mois que cette épidémie nous réserve toujours des surprises. Est-ce qu'elle rend possible la campagne et rarement de présidentielle? bonnes surprises. Je pense que oui. Et pour revenir à ce que nous avons déjà évoqué plusieurs fois, la vaccination et le pass sanitaire autorisent les rassemblements, Mmh. permet de retrouver des campagnes normales, des campagnes comme nous avons pu en connaître avant la crise Covid. Et je souhaite que cette campagne se déroule le plus normalement possible. Alors aussi bien à droite qu'à gauche, ou chez les Verts, à l'extrême droite, ainsi de suite, les candidatures à la présidentielle se multiplient. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose à vrai dire. Pas grand-chose à vrai dire. Quand car, vous voyez le spectacle au Parti Socialiste, on parle d'Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, qui n'est pas au Parti Socialiste, mais qui va Vous parlez annoncer. de spectacle à dessein. Il y a multitude et divisions à droite Mhm. et il y a multitude et divisions à gauche. Tout ça, je le regarde avec un peu de circonspection, parfois avec le sourire, parfois avec de la tristesse, parce que je ne renie rien et je n'ai aucun ni regret ni remords pour ce que j'ai fait au Parti Socialiste pendant 20 ans. C'est ma formation politique, c'est ma culture politique et je reste profondément attaché à la social-démocratie, au progressisme, à ce Mhm. combat pour faire en sorte que le réel puisse être véritablement changé et rester fidèle à cet héritage de Jaurès qui avait rappelé cette nécessité d'articuler l'idéal et le réel. Une fois que j'ai dit cela, il n'y a qu'une candidature que je souhaite. Il n'y a qu'une candidature que je soutiendrai, c'est celle du président de la République. Je souhaite qu'il soit candidat, je souhaite qu'il soit réélu, parce que ça sera bon pour la France, que ça sera bon pour le pays, et que ça permettra de continuer cette action qu'il mène depuis 5 ans. Et vous considérez que Emmanuel Macron est de gauche? Je considère qu'Emmanuel Macron est l'homme du rassemblement, du dépassement des clivages. Et dans beaucoup de ce qu'il fait, j'ai rappelé des éléments de bilan tout à l'heure. J'aurais pu ajouter des réformes sociétales, comme enfin l'accès de toutes les femmes à la PMA. Mhm. Il répond à l'attente des électeurs sociodémocrates et il le fait dans ce cadre
très particulier du dépassement et du rassemblement. En 2016, quand il a appelé à ce dépassement, les sociodémocrates ont répondu présent et je souhaite qu'ils répondent à nouveau présent en 2022. Bertrand, Pécresse, Hidalgo, Montebourg, Le Pen, qui est l'adversaire le plus dangereux pour Emmanuel Macron? Tous. Tous? Tous, et j'ai pour habitude de dire qu'on ne doit jamais sous-estimer un adversaire. Mais Tous dangereux? Mais je pense que la vérité et la réalité de cette campagne présidentielle, ce sera autour de la qualité de la personne et du projet d'Emmanuel Macron. Alors, il y a une autre personnalité qui fait plus ou moins acte de candidature, qui annonce éventuellement sa candidature à l'Élysée, c'est Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous inspire le cas Zemmour? De la confusion. C'est-à-dire? De la confusion parce que c'est évidemment son droit d'être candidat à l'élection présidentielle et les électeurs jugeront des propos, jugeront des positions. Je n'en partage aucun et aucune. Mais il arrive un moment où on doit mettre fin à la confusion. De quelle manière? Et c'est quoi pour vous cette confusion? Comment vous dites? Soit on est journaliste, soit on est candidat. Ouais. J'ai en tête que beaucoup de candidats aux élections présidentielles, parfois même à des primaires préalables aux élections présidentielles, ont vu leur conjoint ou leur conjointe se mettre en retrait d'émissions télé qu'il ou elle animait pour ne pas interférer avec la campagne de tel ou tel candidat. Donc ça veut dire que, pour préciser les choses, Olivier Dussopt, ça veut dire qu'Éric Zemmour, qui anime notamment des émissions sur CNews et Paris Première, devrait se mettre en retrait. Il faut clarifier entre être journaliste, animateur d'émissions d'une part, ou candidat à l'élection présidentielle d'autre part. Maintenant? S'il est candidat maintenant. Mais il va sortir son livre. Il ressemble de plus en plus à un candidat. Voilà, mais c'est à lui de clarifier ces choses. Mais est-ce que vous considérez, il a participé hier à une réunion politique dans le Vaucluse, donc a priori, il devient ou il est un homme politique, il va sortir son livre-projet d'ici quelques jours. Est-ce qu'à partir du moment où ce livre va sortir, il doit se mettre en retrait de ses émissions? Je ne sais pas dire la date, le jour ou l'heure. Je dis qu'il faut de la clarté, de la clarification. J'imagine de toute façon, mais je sors là de ma compétence, mais j'imagine qu'en la matière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a très certainement un avis, une position, puisque il serait étrange, baroque, que l'on vive une campagne présidentielle avec potentiellement un candidat qui reste un animateur télé. Et vous demandez au CSA de se prononcer? Je n'ai pas compétence pour demander. Vous le sous-entendez? Je n'ai pas compétence pour demander au CSA de le faire. Mais vous considérez que c'est ça? Ça serait sortir d'une logique institutionnelle et ne pas respecter l'indépendance du CSA. Mais vous considérez que c'est son rôle? Je pense que ça peut être son rôle. Je pense surtout et avant tout que la confusion doit cesser et qu'on ne peut pas être candidat et journaliste. L'actualité internationale, Olivier Dussopt, que ce soit le dossier afghan avec ses implications en matière d'immigration et de terrorisme, est-ce qu'elles vont peser sur la présidentielle? Oui, je crois. Elles vont. Cette actualité, notamment autour de l'Afghanistan, sera dans le débat présidentiel et c'est bien logique. Ça sera l'occasion de dire que face à cet effroi que suscite la prise du pouvoir par les talibans, les craintes pour les droits humains, les droits des femmes en particulier, les difficultés qu'on peut rencontrer dans d'autres régions du monde avec des résurgences du terrorisme, notamment au Sahel, il faut un capitaine qui garde le cap et qui soit solide. Et ce capitaine, c'est Emmanuel Macron. C'est le seul aujourd'hui? Je crois que c'est le seul. Par rapport aux autres qu'on a cités tout à l'heure. Je crois que c'est le seul qui a l'expérience et la reconnaissance pour porter la voix de la France aussi fort. Et je suis très fier, non pas comme membre du gouvernement, mais comme Français, de ce que nous faisons actuellement. La France avait commencé dès le printemps, sous les crachats, sous les colibés, sous les critiques de tel ou tel, y compris de certains journalistes en France, à évacuer ses ressortissants, à exhorter tous ceux dont la présence n'était pas essentielle à rentrer, parce qu'il y avait cette crainte d'un basculement. Et c'est ce qui fait aussi le fait que nous ayons commencé à évacuer très tôt nos ressortissants d'Afghanistan, que les moyens dont nous avons disposé pendant les derniers jours ont permis de sauver et de rapatrier en France des Afghans qui travaillent avec nous. Donc à peu près 2800 Afghans, mais il en reste encore des milliers, voire des centaines de milliers qui voudraient sortir. C'est ce qu'a indiqué le président de la République et il a aussi indiqué qu'il souhaitait continuer à travailler pour faciliter, et non pas pendant quelques heures ou quelques jours, mais à plus long terme, l'évacuation et le rapatriement de celles et ceux qui nous ont aidés et qui étaient au service de la France en Afghanistan. Dernière question, Olivier Dussopt, sur quoi va se jouer la présidentielle? Sur la gestion de la crise sanitaire, sur la sécurité, le régalien, ou encore sur l'immigration? Tous les sujets vont être dans le débat, absolument tous. La conviction que j'ai est que le projet politique porté par Emmanuel Macron en 2017, projet politique... Et j'ai oublié le social. Projet politique de reconquête de la souveraineté dans tous les domaines, industriels, économiques, mais pas seulement. Projet d'émancipation collective et individuelle. Projet qui permet de refuser l'assignation à résidence et de dire que chacun en République
doit pouvoir construire son destin, avoir les mêmes chances de réussir, avoir les mêmes possibilités de mobilité géographique, professionnelle, sociale, culturelle, ce projet, il reste d'actualité. Il reste d'actualité et évidemment, le quinquennat que nous traversons est un quinquennat difficile, marqué par une crise sociale, marqué par une crise sanitaire, que ces crises changent, font évoluer, obligent à une forme d'adaptation. Mais ce projet politique de 2017 qui a rassemblé une majorité des Français, non seulement il reste d'actualité, mais je crois même que les conséquences, les symptômes de la crise, en termes d'isolement, d'accès à l'éducation, d'accompagnement des publics les plus fragiles, en renforcent encore la pertinence. C'est aussi cette raison qui m'amène à souhaiter la réélection d'Emmanuel Macron. Et vous n'avez pas dit sur quoi elle va se jouer la Je crois présidentielle. l'avoir dit ici, sur cette Tous ces capacité thèmes, non, à mais sur porter les... un projet politique qui réponde aux enjeux du Et moment. donc qui englobera tous ces thèmes, Tous régaliens, ces thèmes. sécurité sociale, Il n'y a pas immigration. de division d'une offre politique. Il n'y a pas de morcellement ou de segmentation. Quand on commence à segmenter et à sous-traiter la réponse à une question politique, à telle ou telle formation, à telle ou telle partie de l'échiquier politique, on perd de vue le projet global. Et la force d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir un projet global. Merci en tout cas Olivier Dussopt d'avoir Merci à vous. répondu à notre invitation. La première émission de la 33e saison du Forum Radio J. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.